Alors, messieurs les conférenciers, si vous voulez nous rejoindre. Alors, on a jusqu'à 11 h pour débattre. Alors, je rappelle que la volonté de cette soirée, c'est de rétablir une vérité historique, ou des vérités historiques, au sujet de la Côte d'Ivoire. Donc, le débat se veut sobre et objectif. Donc, il doit absolument être factuel. C'est pour ça que je demanderai aux conférenciers et aux personnes qui interviendront de bien vouloir respecter ces consignes de sobriété et donc être le plus factuel possible. Alors, pour les questions qui suivront l'intervention des conférenciers, on va faire circuler des papiers dans la salle. Donc, vous pourrez noter vos questions. Ensuite, on les collectera. Les questions similaires, évidemment, seront rassemblées et transmises aux conférenciers qui pourront les traiter de la meilleure manière. Monsieur Alain. Il arrive. Alors peut-être je peux commencer. Alors monsieur Manga, à ma droite, donc responsable secteur Afrique aux éditions L'Harmattan, essayiste politique. Vous pouvez vous asseoir peut-être à droite ou à gauche sur votre guise. Donc je vous disais, monsieur Manga, qui travaille aux éditions L'Harmattan, essayiste politique et responsable du secteur africain. Ensuite, on aura monsieur Koudou, docteur en physique, donc à la gauche de monsieur Manga. Monsieur Koudou, qui est également conseiller de Laurent Gbagbo. Conseiller politique de la majorité présidentielle. Conseiller politique de la majorité présidentielle. Au centre, il arrive, c'est monsieur Toussaint Alain, porte-parole de Laurent Gbagbo. Monsieur Ndoumou, maître Ndoumou, donc docteur en droit, il est avocat au barreau de Paris, je crois, partie civile notamment. Contre le général Poncet. Partie civile au procès contre le général Poncet que vous avez vu dans les images. Et enfin, monsieur Awe Djie, anthropologue. Il vient d'écrire le livre qui est également sur la table, qui s'intitule « Et si Alassane Dramane Ouattara n'avait pas gagné les élections ?» Voilà, donc je laisse la préséance à monsieur Alain Toussaint. On a environ 1 heure pour que les conférenciers s'expriment, ce qui nous laisse environ une quinzaine de minutes par personne. Ensuite, je vous laisse libre de vous organiser. Et ensuite, nous aurons environ 1 heure pour débattre. Donc, on va faire circuler les papiers, comme je vous le disais. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ce soir, il faut se sentir libre de tout dire, de poser toutes les questions. Il y a eu tellement d'intoxication et de désinformation qu'il faut poser les questions. Ce soir, on va essayer tous ensemble d'apporter des réponses. Bonsoir. Écoutez, je tiens à remercier les organisateurs. Bon, je pense que le document qui a été diffusé a tout dit.
puisque 6 années après, ce sont les mêmes effets, enfin les mêmes événements qui se produisent en Côte d'Ivoire. Moi, je proposerai de répondre à la question tout à l'heure. Je ne ferai pas de propos en tant que tel, mais juste un témoignage. Le 6 novembre, c'est-à-dire 6 novembre 2004, soit 2 jours après le déclenchement de l'opération des dignités, j'étais à Yamoussoukro avec celui qui sera un peu plus tard le chef d'état-major Philippe Mangou, et donc j'ai été un témoin privilégié sur le terrain des opérations à Yamoussoukro, et j'ai vécu ce qui s'est déroulé, et à Yamoussoukro et ensuite à Abidjan. Les personnes qui ont été interrogées dans ce document ont tout dit. Ce qui est exprimé, ce n'est pas une opposition ou une haine ou la haine envers la France ou les Français, mais c'est plutôt l'expression du rejet catégorique d'une politique colonialiste, inhumaine, qui, au lieu d'arranger ce qui n'allait pas dans notre pays ou de contribuer à aider, a plutôt aggravé la situation. Et circonstance encore dramatique, lorsque les médias, qui doivent être les témoins, les rapporteurs fidèles d'événements, contribuent à manipuler les faits et à projeter dans l'opinion des contre-vérités. Et je crois que la thématique de ce soir est très pertinente, parce que la crise ivoirienne est aussi une crise des médias, une crise de confiance, quand les médias agissent pour le compte d'intérêts, de groupes d'intérêts, groupes d'individus. Voilà, donc la crise ivoirienne pour moi est une crise de médias, et pour avoir exercé ce métier par le passé, notamment à l'école de la BBC, je suis outré de voir comment la presse francophone peut manipuler l'information à l'extrême. Donc vraiment, je ne voulais pas, j'avais préparé un texte que je ne vais pas dire, mais je répondrai volontiers à des questions en rapport avec le thème et même des sujets connexes, notamment politiques, après ce qui est arrivé le lundi 11 avril dernier. Parce que ce que j'ai vu, je connais Sidiki Bakaba, il est en train de préparer un second film, parce qu'il était aux côtés du président Gbagbo au moment où les forces françaises l'enlevaient. Je lui ai parlé 2 jours avant, et son épouse Ayala, qu'on a aperçue dans le document, dans le documentaire, est actuellement en France. C'est une Française. Et Sidiki a été blessé par les balles françaises. Il a été mitraillé par les soldats français il y a quelques jours. Et je ne sais pas s'il est sorti de l'hôpital parce qu'il vit son art et il est en train de tourner aux côtés du président Gbagbo à la résidence pendant que l'armée française pilonnait et bombardait. Et je lui ai parlé quelques heures avant son évacuation vers un hôpital. Donc nous sommes vraiment dans une... Enfin, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique qui s'écrit, et nous avons des témoins. Nous avons des témoins, et je pense que tout ce qui est fait ne restera pas impuni, puisque la France, le gouvernement français s'est posé en chantre de l'impunité, de la lutte contre l'impunité, pardon. Et je crois que nous avons aujourd'hui des avocats, un collectif d'avocats, qui engageront toutes les actions contre des autorités, des responsables civils et militaires, pour que tous ces crimes contre l'humanité, tous ces crimes de guerre ne restent pas impunis. Voilà. Moi, je suis en contact avec un certain nombre de victimes de ces situations totalement absurdes. On a traîné l'image de la France dans la boue,
parce qu'on voulait installer au pouvoir un copain. Et pour cela, il faut faire payer à la population le prix fort. Beaucoup de sang a trop coulé. On a diabolisé Laurent Gbagbo, le père de la démocratie en Côte d'Ivoire. On en a fait un dictateur par la force des médias. Je trouve tout cela scandaleux, honteux. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, M. Sarkozy est le déshonneur de la politique française. Et j'espère qu'en 2012, les Français leur enverront d'où il vient. Voilà, je vous remercie. Oui, bonsoir. À mon tour, je veux vraiment remercier les organisateurs. Je vais m'inscrire dans la même ligne que M. Toussaint Alain, parce qu'effectivement, le film nous a retracé le parcours de Laurent Gbagbo, le parcours de la Côte d'Ivoire. Alors, en ce qui concerne le traitement de l'information, il faut dire que c'est avec une grande indignation que nous avons suivi toute cette propagande. Moi, j'étais à Abidjan avant le premier tour. Entre les deux tours, j'y suis allé. Et je voudrais simplement dire que et les documents sont disponibles. Alassane Dramane Ouattara et Laurent Gbagbo ont signé un document le 27 novembre 2010 où les deux disaient ne reconnaître les résultats sortis des urnes que proclamés par la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel. C'est pas où, et le Conseil constitutionnel. Alors, sur Gbagbo dictateur, nous avons très bien regardé au travers du film ce qu'est la réalité. Le père de la commission électorale indépendante, c'est Laurent Gbagbo. Le vote à 18 ans, c'est Laurent Gbagbo. Et puis il y a une série de questions comme ça. Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que la constitution de la Côte d'Ivoire, en juillet 2000, a été votée à 86% par les Ivoiriens. Ça veut dire que les Ivoiriens croient en cette constitution-là. Je voudrais dire quelques mots sur les élections elles-mêmes. Alors, concernant ces élections, il y a eu un premier tour. Tout le monde a bien suivi comment ces élections se sont déroulées. Il y avait un protocole, lequel protocole a mené la commission électorale indépendante à donner des résultats provisoires. Le président du Conseil constitutionnel, sinon le Conseil constitutionnel était amené, après avoir vérifié la régularité des votes, à donner des résultats définitifs. Et ce sont ces résultats définitifs qui ont été certifiés par le représentant du secrétaire général de l'ONU, M. Choi. Vous remarquerez qu'au deuxième tour, les ambassadeurs des États-Unis et de la France, alors qu'il y avait forclusion, c'est-à-dire les 3 jours de délai impartis à la commission électorale indépendante, étaient purgés, et puis ces 2 ambassadeurs vont chercher à son domicile le président de la CEI pour l'amener au QG de campagne de M. Alassane Dramane Ouattara pour donner là-bas les résultats, enfin ce qu'on appelle les résultats. Ce que je voudrais dire, c'est juste une observation, mais là j'ai décliné tout à l'heure un protocole au premier tour. Mais lorsque Youssouf Bakayoko, à l'issue du deuxième tour, a donné les résultats dont je parlais tout à l'heure,
sans que le Conseil constitutionnel n'intervienne, eh bien, le représentant du secrétaire général de l'ONU est venu reconnaître ces résultats censés être provisoires. C'est de dire simplement que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ou du moins ce qui s'est passé le 11 novembre, 11 avril, ce n'est pas par souci de démocratie. C'est simplement pour qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, il n'y ait pas un président indocible. Alors, Laurent Gbagbo, par ailleurs, ne s'est pas maintenu au pouvoir sans élection. Et ça aussi, ça existe partout sur Internet. Il y a plusieurs résolutions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu le coup d'État en 2002, et le film l'a bien retracé, il y a eu un gouvernement dit de réconciliation nationale. En 2005, eh bien, l'ONU et les organisations internationales ont constaté que les rebelles n'avaient pas répondu à la seule question qu'on leur posait, à savoir le désarmement. C'est comme ça qu'on a dit, on donne encore une année, Laurent Gbagbo reste au pouvoir, et au bout d'une année, c'est-à-dire en 2006, on va organiser les élections. 2006 arrive, octobre 2006, on se rend compte que les rebelles n'ont toujours pas désarmé. Mais c'est comme ça qu'on est arrivé en 2010. Mais que dit l'accord politique de Ouagadougou? L'accord politique de Ouagadougou dit que 2 mois avant la date des élections, les rebelles doivent avoir désarmé. En fait, on ne pouvait connaître la date des élections qu'après le désarmement des rebelles. Alors on a fait croire à l'opinion que c'est Laurent Gbagbo qui ne voulait pas aller aux élections. Mais il y a un détail qui est important. Vous savez, en Côte d'Ivoire, un soldat subalterne touche par mois 305 € environ, 200 000 francs CFA. Ceux qui ont pris le nord, ils ont découpé les régions en ce qu'ils appellent les comme-zones. C'est-à-dire, il y a un chef. Ça fait que ces comme-zones-là réunissent avec des raquettes, avec des véhicules qu'ils volent, mais avec toutes sortes de banditisme, autour de 5 000 € toutes les 2 semaines. Et c'est ça qui faisait que les gens n'avaient pas envie de désarmer. Mais en même temps, le représentant du secrétaire général de l'ONU a dit on va cantonner les rebelles. Alors au premier tour, ça s'est à peu près bien passé. Et puis au deuxième tour, on les a lâchés dans la nature. Et il s'est passé toutes les sortes d'exactions qu'on peut lire ici et là si on a vraiment envie de chercher. J'aurais terminé en disant que le 4 décembre, après le deuxième tour régional d'Abidjan, et le taxi que j'ai pris, le chauffeur me demandait vous venez d'où? Je dis je viens d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Il dit alors comment ça se passe? Le dictateur il va démissionner ou il ne va pas démissionner? Il dit mais vous apprenez ça où? Vous tirez ça? Il dit oui mais c'est ce que les médias nous disent. C'est ce qu'on apprend. Alors, je voudrais moi attirer l'attention des uns et des autres, et j'aurai fini, sur le fait que le peuple de Côte d'Ivoire ne demande qu'à vivre en paix, ne demande qu'à vivre librement. Et on a vraiment besoin de tous les démocrates du monde, des amis de l'Afrique, pour justement faire en sorte que le peuple africain aussi puisse vivre comme partout ailleurs dans le monde. En tout cas, je pourrais apporter, mais pour autant que je sache, des compléments d'information au fur et à mesure de nos échanges. Je vous remercie. Bonsoir. Je vais m'inscrire dans la même perspective que mes 2 collègues. Je prends la parole au nom du directeur général des éditions L'Harmattan, M. Denis Priant et Xavier Priant.
c'est une maison d'édition qui a pour axe d'action se situer au carrefour des cultures pour promouvoir le dialogue entre les peuples, les droits humains et les peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est pour cela, ce soir, j'ai choisi de rafraîchir notre mémoire sur ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le documentaire se passe de tout commentaire. C'est un documentaire. Il y a d'autres images, comme l'a dit M. Toussaint là, qui sont encore plus horribles. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est horrible. Avec la transformation, la déformation de l'information, l'opinion publique française a été bernée. Et notre présence ce soir, c'est pour essayer de restituer la vérité. C'est ouvrir aussi un débat. Les idées mènent le monde, mais ces idées sont portées par des êtres humains. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est horrible. Au moment où nous vous parlons, les massacres continuent. Ils ne l'ont pas dit, peut-être pas plus d'heure. Au nord, au sud, à Abidjan même. Il y a des personnes qui sont massacrées. Il y a la chasse à l'homme. Il y a un terme, c'est que M. Alassane Ouattara vient d'être imposé à la Côte d'Ivoire par la force des armes françaises. Et c'est un homme sans état d'âme, sans foi ni loi. C'est le génocide qui est en train de se perpétrer en Côte d'Ivoire. Il faut que vous le sachiez. C'est sans excès. Les enquêtes sont menées. Au moment où nous parlons, c'est le désarroi total. Les cadres de l'État qui symbolisent, qui représentent les institutions, sont chassés, pourchassés, traqués. Parce qu'il faut qu'ils rendent gorge. Il faut que Alassane Ouattara jouisse de la légitimité. Là, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ces jours-ci, vous aurez des nouvelles là-dessus. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est un principe humain, un principe de droit. Les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais le droit ne se négocie pas. Le droit revient à tout être humain, où qu'il soit, d'où qu'il soit né. Et c'est un principe qui a été reconnu unanimement au niveau international. Ce droit a été le levier, le point d'appui pour les peuples jadis colonisés pour revendiquer leur indépendance, leur accession à la souveraineté nationale et internationale. C'est au nom de ce droit que les peuples, par exemple d'Afrique du Sud, ont lutté contre l'apartheid. C'est au nom de ce même droit que les Palestiniens aujourd'hui sont en train de lutter. Au nom de ce même droit, il y a le Polisario. Au nom de ce même droit, il y a les peuples d'Asie. Bref, c'est un droit humain naturel que les instances internationales ont saisi pour reconnaître que c'est chaque peuple qui peut y accéder. Le fait d'être ressortissant d'un même État, ça constitue une communauté nationale. Et aujourd'hui, aucun État ne peut vivre en vase clos, nous dans le système des relations internationales. Et au sommet des relations des systèmes internationaux, il y a les Nations Unies. Et on se rend compte que les Nations Unies sont un lobby de grande puissance où les forces financières manipulent le monde. Plus que pendant la période de la guerre froide, aujourd'hui, c'est une nouvelle phase qui s'ouvre après l'année 1989, c'est-à-dire les fondements du mur de Berlin. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire est l'ouverture de ce qui va se passer durant ce nouveau siècle, le 21e siècle. Et l'Afrique, qui est riche, a ce malheur-là d'être, n'est-ce pas, sur des gisements, en l'occurrence énergétiques, le pétrole, j'ai nommé. Et la Côte d'Ivoire se situe au niveau du golfe de Guinée. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, moi je suis Camerounais. Donc mon pays est concerné par le même phénomène. Le
Cameroun est situé au niveau du golfe de Guinée. Et dans quelques mois, ce seront les élections. Le même scénario est en train de s'esquisser. Imposer à la tête de cet État un homme que les instances internationales auront choisi. C'est pour cela que la Côte d'Ivoire est un exemple paradigmatique. Cela veut dire que ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire qui est en question, c'est l'Afrique, et pas seulement l'Afrique, les Français sont concernés. Donc ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fait qu'un État s'organise pour avoir ce qui constitue un État, c'est-à-dire un peuple, un territoire, un gouvernement ou une souveraineté. Et c'est la prise en compte de sa liberté, de son autonomie, qui amène un peuple à définir ses intérêts qu'on peut appeler des intérêts vitaux, au nom desquels ce peuple est prêt à aller à la guerre, puisque les intérêts vitaux constituent son nerf vital, ce qui constitue sa raison d'être. Sans ces intérêts-là, un peuple ne peut pas être dénommé comme tel. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui se bat pour ses intérêts vitaux. Tout comme la France, jadis, s'est battue pour sa souveraineté contre l'Allemagne, par exemple. Et nos parents, nos grands-parents ont lutté. Ça a été dit dans le documentaire. Et ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a des ramifications, a des sources. Ce qu'il importe de retenir, c'est que sur la scène internationale, je l'ai dit, il existe aujourd'hui une quasi-unanimité quant à l'existence d'un droit des peuples auquel on reconnaît même un caractère universel. Ce droit des peuples à disposer d'eux-mêmes a été mis en exergue par différents textes, tant nationaux qu'internationaux. Nous pouvons citer par exemple la Déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776, la Déclaration française de 1791, la Déclaration des peuples de Russie de 1917, la Charte des Nations Unies de 1945, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Pactes des Nations Unies de 1966, il y a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le droit des peuples peut être défini comme un ensemble de droits qui ont pour titulaire des peuples. Le peuple s'est donc vu au fil des années et des combats conférer différents droits. De ceux-ci, l'on peut noter quelques-uns. Le droit des peuples à la paix, le droit des peuples au développement, le droit des peuples à vivre dignement et de jouir librement des fruits du progrès social, le droit à l'exercice de la souveraineté et à l'intégrité territoriale, le principe de l'égalité des droits des peuples, le droit des peuples à la non-intervention ou non-ingérence dans leurs affaires intérieures, le droit des peuples à disposer de leurs richesses naturelles, le droit des peuples à choisir leur leader, à choisir la forme de leur gouvernement. Aujourd'hui, la démocratie est devenue un terme sous le couvert desquels on se permet des barbaries comme celle qu'on a vue tout à l'heure dans le documentaire, comme celle qui est en train de se dérouler en Côte d'Ivoire. Le droit des peuples à choisir leur type ou forme de gouvernement, je l'ai dit, leur forme de démocratie. La liste peut se poursuivre, aussi vaste qu'est le champ de conquête des libertés. Il y a par exemple le droit souverain d'un peuple de définir quels sont ses intérêts vitaux, je l'ai dit, quels sont ses leaders. Pour terminer, je vais m'arrêter là. Ce qui se passe aujourd'hui et qui est révoltant, c'est que ce droit au nom desquels les peuples comme la France, un peuple, pour nous autres, nous avons choisi. Je suis venu ici pour mes études supérieures et je suis reparti en Afrique. C'est une entreprise française qui m'a recruté, l'édition L'Harmattan. Avant les éditions L'Harmattan, j'ai travaillé comme chargé d'études à l'Institut aux études de défense nationale, sans que je sois français. C'est une manière de dire que nous refusons de faire amalgame. La France est un grand peuple. C'est au nom de cette grandeur que nous sommes venus ici pour restituer la vérité, interpeller, parce que beaucoup des nôtres ont épousé des Françaises ou des Français. Cela veut dire aujourd'hui, un peuple ne peut plus vivre en vase clos, quoi qu'on dise. Le président français aujourd'hui, il n'est pas français de souche, il vient d'ailleurs.
Mais la France a fait de lui son président. Mais au nom de ce poste, de cette fonction, je ne crois pas qu'on puisse se permettre n'importe quoi. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui est dramatique, c'est qu'avant les élections, j'y suis allé, avant le premier tour, avec Dr Claude Koudou, j'y suis allé entre les deux tours. La décision avait été prise au cours d'une réunion à Bruxelles, où étaient les autorités françaises, les autorités américaines, les autorités burkinabées, les autorités sénégalaises, la décision de débarquer Laurent Gbagbo. Ce qui veut dire que les élections n'étaient qu'une formalité. Voilà la vérité. Et là, je suis prêt à prouver ce que je viens de dire. Et ce qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, et je le dis sans embâche, sans état d'âme, nous avons à la tête de l'État français aujourd'hui un homme, Nicolas Sarkozy, qui obéit à la loi de la finance. En cela, il donne une mauvaise image de l'avocat, des avocats. C'est au nom de cette loi d'intérêt, parce que Alassane Dramane Ouattara aide son copain pour l'avoir, n'est-ce pas, marié, lui et son épouse, quand il était à Neuilly, et derrière, maire de Neuilly. Et derrière, il y a des intérêts financiers énormes. Il y a quelques indices qui ont été donnés quand Alassane Dramane Ouattara était d'abord responsable intergouvernemental, Premier ministre. Avant d'être Premier ministre, il était responsable des questions économiques, 89. Ensuite, Premier ministre, il a grugé la Côte d'Ivoire, lui et son épouse. Non seulement les intérêts de la Côte d'Ivoire, mais tout le patrimoine immobilier. Il est aujourd'hui à la tête d'une fortune énorme. Son épouse est une femme d'affaires redoutable. Donc, quand je dis cela, ce n'est pas pour tomber dans la facilité, c'est de dire qu'il y a derrière des intérêts financiers énormes qui se comptent en termes de milliards, pas de francs CFA, d'euros et de dollars. Voilà le fil d'Ariane pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, et ces intérêts-là, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Demain, ce sera un autre pays. Je vous ai parlé des pays du Golfe de Guinée aussi, dont je suis originaire. Pour nous, nous croyons que le même drame se continue. Donc, on pourra répondre aux questions que vous aurez la possibilité de poser, mais c'est très, très grave. J'ai travaillé avec des militaires, j'ai travaillé avec des diplomates dans l'école de guerre à Paris. Il y a des échos qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle là des morts ivoiriens. Mais je dois vous dire, il y a des légionnaires français qui sont allés dans le cadre de ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire pour assassiner le président Gbagbo. Beaucoup sont tombés au nord de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un affrontement entre Choi, le délégué du secrétaire général des Nations Unies, et l'ambassadeur de France, pour qu'on n'ébruite pas les morts de ces Français tombés au nord de la Côte d'Ivoire. Et à Abidjan, il y a eu des Français qui sont tombés. Au moment où on prend d'assaut l'aéroport d'Abidjan, il y a des corps de ces Français-là qu'on a déversés à la mer. Aujourd'hui, les corps remontent au niveau de la lagune. Ce ne sont pas les corps des Ivoiriens, c'est des corps des Français. Ce qui est dramatique, c'est qu'au niveau du Parlement, il n'y a que quelques voix, comme M. Lecoq, qui essaient de poser des questions, mais immédiatement, ils sont bâillés. Voilà le débat. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est dramatique. Le peuple français est concerné à plus d'un titre. Je vous remercie. Alors, après la suite des personnes qui ont fait leur intervention, on dit merci aux organisateurs de cette mini-conférence précédée de la projection du film de Sidiki Vakaba. Je voudrais m'intéresser principalement à un mot qu'on retrouve
tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire, qui revient, qui cristallise toutes les passions, ce mot qui est l'ivoirité, dont tout le monde parle, mais il y a très peu de gens qui savent ce que c'est que l'ivoirité. Pour parler d'ivoirité, je ne ferai pas comme le professeur Nyamke Kofi, rentrer dans toutes les considérations purement universitaires du mot, mais situer ce mot dans son histoire. Et par rapport à cette histoire, j'identifierai deux périodes, c'est-à-dire 1990 et 1993. 1990, pourquoi? Parce que c'est à partir de cette date qu'on va avoir l'un des aspects de l'ivoirité émerger dans le champ politique ivoirien. En quoi a consisté cette émergence? Cette émergence a consisté en la volonté de distinguer les Ivoiriens des non-Ivoiriens. Comment cela s'est passé? Cette distinction s'est passée par l'introduction de la carte de séjour en Côte d'Ivoire. Il faut, pour comprendre l'émergence de cette première rupture, savoir que de 1960 jusqu'en 1990, 1960 c'est la date d'accès à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, et donc 1990, c'est-à-dire 30 années après, pendant ces 30 années, en Côte d'Ivoire, la citoyenneté, elle était unitaire. Il n'y avait pas de distinction entre les Ivoiriens et les non-Ivoiriens. Tout le monde était citoyen et tout le monde était identifié par rapport à quoi? Par rapport au parti unique, le PDCI-RDA. Lors des contrôles de police, ce qu'on demandait à tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire, c'était leur carte du parti. Donc le PDCI-RDA. Donc, il n'y avait pas d'Ivoiriens, il n'y avait pas d'étrangers, il n'y avait pas de Français. Et parallèlement à cela, cette citoyenneté unitaire était telle que tous ceux qui étaient en Côte d'Ivoire étaient électeurs, participaient à toutes les élections présidentielles, municipales, législatives. Et donc, on arrive en 90, il y a la première phase de rupture avec l'introduction de la carte de séjour. Vous serez surpris. Si je vous pose la question de savoir qui a introduit cette carte, certaines personnes me diront « mais c'est Gbagbo ». Mais non, du tout, vous êtes à côté de la plaque. L'introduction de la carte de séjour a été faite par M. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, en 90, je pense que certains intervenants l'ont dit, il était Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il a introduit la carte de séjour pour qu'on fasse la différence entre les Ivoiriens et les non-Ivoiriens. Et c'est sur la base de cette carte de séjour-là que les forces de l'ordre ont commencé à poser des questions aux différentes personnes qu'elle a rencontrées. Et c'est sur la base de l'introduction de cette carte de séjour-là qu'une partie de la population ivoirienne s'est sentie frustrée parce que les gens estimaient qu'on les contrôlait trop. La seconde rupture est celle qui est intervenue après la mort de Houphouët-Boigny, en 93. En 93, on va dire qu'il y a même une double rupture parce que Houphouët décède, c'est quand même 40 années de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire qui prend fin. Donc il y a la première séquence politique de la Côte d'Ivoire qui prend fin à la mort de Houphouët-Boigny en 93. Mais en même temps, au plan économique, il y a une seconde rupture puisqu'il y a dévaluation du franc CFA. Il faut savoir que la dévaluation constitue une rupture. Pourquoi? Parce que pendant près de 40 années, Houphouët a lutté pour ne pas qu'il y ait de dévaluation. À peine mort, on a fait la dévaluation. Donc en 93, Bédié succède à Houphouët-Boigny. Bédié, quand on dit que Bédié a créé l'ivoirité, Bédié n'a pas créé l'ivoirité. Bédié s'est engouffré dans la brèche ouverte par Ouattara à travers l'introduction de la carte de séjour, à travers le principe de distinction entre les Ivoiriens et les étrangers. Mais Bédié allait encore plus loin que Ouattara
parce qu'il a établi ce qu'on appelle une taxinomie, c'est-à-dire un classement des Ivoiriens, et il a mis au prolongement de ce classement des Ivoiriens une logique qui est propre à chaque type d'Ivoirien. Donc il va créer les 3 niveaux d'Ivoiriens, c'est-à-dire les Ivoiriens de souche multiséculaire, les Ivoiriens de circonstance et les à peu près Ivoiriens, on va dire, les non-Ivoiriens ou étrangers. Et chacune de ces composantes des Ivoiriens correspond à une logique politique, avec une logique de préséance qui correspond au groupe ethnique auquel il appartient, c'est-à-dire le monde baoulé, une logique de disqualification qui correspond à ce qu'on appelle les BAD, c'est-à-dire tout ce qui est BT, Atier, Abé et Bédida. Donc c'est ce qu'on appelle les BAD. Pourquoi? Parce qu'ils estiment ces Ivoiriens-là, issus de groupes ethniques trop frustres pour espérer gravir les échelons, c'est-à-dire occuper le poste le plus prestigieux sur le plan politique de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la présidence. Et à côté de cette logique-là, il y a une logique d'exclusion qui a consisté à la suite de quelque chose qui a prévalu pendant longtemps, même à l'intérieur même du PDCI, de taxer certaines parties, certains Ivoiriens d'étrangers. Donc, cette logique d'exclusion. Mais pour comprendre les enjeux de tout cela, il faut savoir que Bédié arrive à la suite du Fouboigny, qui est quelqu'un de charismatique. Oufoué a participé à la lutte anticoloniale, il a participé à la création du syndicat agricole africain, SA, en 1946, il a participé à la création du RDA, et Bédié arrive, Bédié n'a participé à aucun combat. Bédié n'a ni l'aura, ni le charisme du Fouboigny. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va changer la coalition au pouvoir. Il faut savoir qu'au temps du Fouboigny, la coalition au pouvoir, c'était quoi? C'était le monde baoulé et les gens du Nord. Donc il faut comprendre cela. C'est très important pour comprendre la suite de la démarche de Bédié. La coalition au pouvoir sous Fouboigny, c'était le monde baoulé et les gens du Nord. Cette coalition procède de quoi? D'une alliance qui elle-même est ancienne, qui remonte à la création du syndicat agricole africain et du RDA, et qui remonte également aux premières élections législatives en Côte d'Ivoire, encore sous colonisation française, entre Houphouët-Boigny, qui est du centre, et le patriarche Gon Coulibaly, qui est un sénoufo de Korogo, donc quelqu'un du Nord. Donc Houphouët se sert de cette alliance-là, qui lui a permis d'être député français et de siéger au palais Bourbon. Donc, après 1960, Houphouët-Boigny garde cette coalition, cette alliance, et gère avec les gens issus du nord de la Côte d'Ivoire jusqu'à Saint-Louis. Mais Bédié arrive, Bédié n'a pas ce charisme Houphouët-Boigny. Qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer une nouvelle coalition, une coalition à travers sa typologie pour maintenir le pouvoir dans le cercle fermé baoulé. Parce que Bédié, c'est un révisionniste, il va réécrire l'histoire de l'Afrique pour dire que les baoulés seraient d'origine égyptienne. Ce qui n'est pas vrai du tout. C'est vrai que dans Nation Nègre et Culture, Cheikh Anta Diop trouve qu'il y a des similitudes entre les traditions égyptiennes et les traditions du monde Ani, mais nulle part il fait cas du monde baoulé. Donc Bédié dit que pour justifier son pouvoir à la suite du Houphouët-Boigny, qui est comme lui issu du monde baoulé, que leur origine égyptienne justifierait l'emprise de ce monde baoulé sur la Côte d'Ivoire au niveau politique. Mais
vous êtes d'accord avec moi que cette réécriture de l'histoire, cette réorganisation politique, ce changement de coalition politique va susciter, vous êtes d'accord avec moi, des frustrations. Et Ouattara, qui avait des ambitions politiques en Côte d'Ivoire depuis son arrivée en 1989, va sentir, à travers la réorganisation de la coalition pouvoir, une sorte de trahison de Bédié, puisque ce qui était admis jusque-là, c'était que le monde baoulé, qui est considéré au sud comme pas des autochtones, c'est-à-dire des allogènes. Moi, je me rappelle, bon, peut-être que pendant cette période, j'étais un peu petit, mais nos grands frères, quand on nous raconte l'histoire qu'ils ont vécu dans nos villages, c'est que pendant les premières années des indépendances, ceux qui travaillaient dans les plantations de nos parents au sud, c'était les baoulés. C'était les baoulés qui travaillaient dans les plantations avant que les Burkinabés ne prennent, ou bien les Maliens ne prennent la relève pour travailler dans les champs. Donc Bédié, il a besoin de justifier son accession au pouvoir. Donc il change la coalition au pouvoir et il maintient. Je vais vous donner un exemple. Bédié étant baoulé, le premier ministre d'Aton était un proche des baoulés. Le ministre de la Défense, Bandama Ngueta, était un baoulé. Le ministre de l'Économie et des Finances, Oumouan Kofi, c'était un baoulé. Le ministre, la plupart des postes ministériels clés, c'était issu du monde baoulé. Donc, pour ne pas être long, je vais continuer pour dire que, contrairement à ce qui a pu être dit au niveau, parce qu'on utilise dans les médias français, il y a beaucoup de mots qui ressortent. On parle de dictateur, Gbagbo serait un dictateur, Terré dans son bunker. Je pense que vous avez pu voir à la suite des bombardements français qu'il ne s'agissait pas d'un bunker. Mais en même temps, les termes qu'on utilise au niveau des médias français, c'est à dessein. C'est-à-dire qu'on veut justifier quelque chose, on veut, à la suite des pires dictateurs qu'il y a pu avoir dans le monde, que le monde ait connu, mettre Gbagbo sur le même pied d'égalité qu'un Hitler, un Franco, un Saddam Hussein, ou bien je ne sais pas ce que vous connaissez en termes de pure dictature. Mais je vais vous donner un contre-exemple pour dire quoi? Un dictateur ne confie pas des postes de responsabilité clés de l'État à des gens qui ne sont pas de son bord. Je vais vous donner quelques exemples. Le président du Conseil économique et social, M. Laurent Dona-Fologo, il est issu du PDCI, il est du Nord. Je vais vous dire, le président de l'Assemblée nationale qu'on a vu tout à l'heure, Mamadou Koulibaly, il est du Nord, c'est un Sénoufo de Korogo. Il est président de l'Assemblée nationale. Le président de la commission électorale indépendante, le fameux Youssouf Bakayoko, de part, c'est quelqu'un du Nord. Le grand chancelier de l'ordre, c'est quelqu'un de Nord. L'ex-premier ministre de Laurent Gbagbo, Soro Guillaume, aujourd'hui premier ministre de Ouattara, ministre de la Défense, c'est quelqu'un du Nord. Quand on est dictateur, on ne confie pas ce genre de responsabilité à des gens qui ne sont pas proches de Gbagbo. C'est quelqu'un qui est issu du groupe ethnique Krou, c'est un BT. S'il avait voulu être dictateur, il aurait confié ses postes de responsabilité à des BT, ce qu'il n'a pas fait. Je voudrais terminer là et permettre aux gens, à la suite des différentes interventions, de poser des questions afin qu'on puisse essayer de lever un certain nombre de voiles que aussi bien les médias que les politiques ont jeté sur la vérité pour tronquer justement cette vérité-là et réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, réqualifier les faits à leur profit. Et voilà, je vous dis merci. Présidentielle, je ne parle que de tout ça, qui fait l'unanimité aujourd'hui pour défendre la cause du président Gbagbo, sans oublier M. Manga François. C'est un stratège, quelqu'un de très très méticuleux et qui maîtrise le domaine des renseignements. Tout à l'heure, lorsque j'ai regardé le téléfilm qui passait,
Une jeune femme, je crois qu'elle est sortie, elle était assise devant, elle a dit pourquoi les avocats ivoiriens n'interviennent pas dans cette affaire. Et certes, je ne suis pas ivoirien et je suis un panafricaniste. Je vais vous brosser un peu les faits, puisque je suis au cœur de l'opération Licorne. En 2005, après les événements de Bouaké de 2004, l'armée française a commis des actions en Côte d'Ivoire. Je reçois des jeunes Ivoiriens qui me disent « Maître, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Je leur propose de déposer plainte. J'ai vu certains présidents d'associations prendre la fuite. Prendre la fuite parce qu'ils avaient en face d'eux la Grande Muette. Et qui dit la Grande Muette, et derrière la Grande Muette, c'était Madame Alioumari. Madame Alioumari, c'était le président Chirac. Effectivement, une plainte a été déposée contre le général Poncé pour avoir tué le jeune Maé d'une façon barbare. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'histoire de ce jeune qu'on a tiré dessus avec plus de 64 balles, qu'on a envoyé des hélicoptères pour le chercher, alors que c'était tout simplement un innocent. Un innocent, pourquoi? Parce qu'il était d'obédience du président Gbagbo. Lorsque les rebelles du côté de Mans, puisque la Côte d'Ivoire est divisée en deux, lorsque les rebelles venaient commettre les razzias dans la région du côté de Bangolo, les jeunes de cette région ont créé ce qu'on appelle l'autodéfense. Et ils ont montré de toutes les couleurs aux rebelles. Et Maé était un bon guerrier, et pour limiter l'action de ces jeunes de l'autodéfense, il fallait éliminer ces jeunes Maé. Et on a porté le masque de coupeur de route à Maé. Maé n'a jamais été un coupeur de route. Avec la thématique d'aujourd'hui, je crois que j'entre dans l'action, puisque tous les médias français disaient que Maé était un coupeur de route. Donc on a tué Maé parce que c'était un coupeur de route. J'ai pris ma plume. J'ai d'abord écrit à M. Patrick de Cariolis, qui à l'époque était directeur de France Télévisions, pour dire: monsieur, si vous continuez, la présomption d'innocence existe. Si vous continuez, je vais porter plainte contre vos différentes chaînes. Et quelques semaines après, Patrick de Cariolis a envoyé les médias dans mon cabinet, en l'occurrence France 3, France 2, pour venir m'interviewer. Et j'ai essayé de réhabiliter mon client. Mais ils croyaient me piéger, ils croyaient que je faisais le coup de manche. Les avocats, je leur ai dit: j'ai les preuves que Maé n'a jamais été coupeur de route. Et ces preuves, je vous les démontrer dans quelques semaines. Heureusement, vous savez, lorsque les militaires sont appelés sur un théâtre, il y a un certain quota. À partir d'une centaine, plus d'une centaine, il faut ce qu'on appelle les prévôtés. Les prévôtés, c'est quoi? C'est les gendarmes. Donc, les gendarmes, s'il y a plus de 500, bon, c'est selon le nombre de militaires. Donc, les prévôtés, c'est les gendarmes. Et les gendarmes jouent office de la police judiciaire. Ce n'est pas seulement pour les populations locales, c'est au cas où un problème survient entre les différents éléments, c'est-à-dire les militaires français sur le théâtre de l'action. Donc, c'est la gendarmerie qui enquête, dont la gendarmerie française. Et lorsque Maé a été tué de façon barbare, on tire sur lui. Et après quelques temps, vers 17h, on tire sur lui vers 10h du matin. Il se rend au marché, accompagné d'Edith, l'une de ses concubines. Ils allaient acheter du poisson. La voiture militaire, les chars militaires se sont arrêtés. Déjà, je vous dis, peut-être vous avez des grands-parents qui ont fait la Seconde Guerre mondiale. Lorsque les militaires, ce n'est pas parce que vous les voyez ici en France, lorsqu'ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont en terrain conquis. Ils sont en terrain conquis. Ils marchent, ils circulent à 10 à l'heure. C'est des tout-puissants. Ils font du n'importe quoi. Ils se sont arrêtés, ils sont partis, ils sont revenus, ils ont interpellé Maé qui a été tué. Ils lui ont dit: c'est vous qui commettez les actions. Le jeune a dit: mais c'est pas moi. Et comme ça se passe dans la région, c'est-à-dire lorsque les militaires vous prennent, vous disparaissez totalement. Le jeune, sachant le sort qui lui était réservé, a pris la fuite. Pas même les titres de sommation. On a commencé à arroser avec les Kalachnikov. Le général Poncé, que vous avez vu tout à l'heure, a envoyé deux hélicos
pour aller chercher mon client. On ne l'a pas trouvé. Et vers 17h, on l'a retrouvé posé sur la rue, soi-disant que c'est un cultivateur qui l'a ramassé, qui est venu le poser sur la rue. Mais c'était totalement faux. Totalement faux. On conduit donc mon client d'abord à Bangolo, et c'est de là où il y a l'embrouille entre le colonel Bulgo et le général Poncé. Le général Poncé parle de façon sibylline de ramener Maé avant, mort. Le colonel qui suit effectivement que l'ordre vient que le jeune doit mourir, il donne l'ordre à son subalterne, c'est-à-dire le sergent-chef, qui lui exécute la passe de zone en enfilant un papier, un sac plastique sur la tête de mon client en l'étouffant de façon barbare. On amène donc mon client, on l'amène donc à Mans. Arrivé à Mans, le colonel vient, il salue le sergent qui a fait la passe de zone en lui disant, en le récompensant, qu'il a bien fait son boulot. Il informe le général Poncé, et le général Poncé lui demande qui est au courant de cette affaire. Bref, circoncision cette affaire entre ceux qui étaient dans le VBL, c'est-à-dire véhicules légers blindés, c'est-à-dire les petits véhicules, et vous qui avez posé l'acte. Malheureusement, parce que lorsqu'il y a un ordre, ça ne se cache pas. Ça ne se cache pas. Et pour récompenser ceux qui opposaient l'acte, le général Poncé a demandé qu'il soit décoré. Et je me pose la question, vous savez, lorsque vous voyez les généraux, et surtout lorsqu'il est parti de Côte d'Ivoire, il n'était pas général de corps d'armée, il était un simple général. Donc, arrivé ici, il a été décoré, il a eu 5 étoiles. Mais vous voyez des gens qui portent des galons, vous voyez des gens qui portent des médailles, vous croyez que c'est la bravoure, alors que c'est la pure lâcheté, comme dit monsieur Toussaint. Donc j'ai pris le courage, et je peux vous rassurer, les confrères m'ont dit, attention, parce que vous avez affaire à la grande muette, on risque de vous flinguer. Je leur ai dit, on ne pourra pas me flinguer. Parce qu'à l'époque, j'avais certaines associations comme l'association Survie 13. Bon, certes, cette association Survie 13 n'est pas derrière moi, je ne peux pas citer les associations qui étaient derrière moi. Et j'avais aussi, à un moment donné, toute la presse qui avait compris, parce que la presse avait compris que c'était du mensonge. Et je me suis donc rendu en Côte d'Ivoire pour l'audition de la famille de mon client, arrivé en Côte d'Ivoire. Effectivement, lorsque je partais en Côte d'Ivoire, je croyais que j'allais trouver un pays en état de délabrement. Je suis arrivé, j'ai trouvé que le président Gbagbo avait un soutien indéfectible de sa population. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne suis d'aucune obédience. Mais je vous dis ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu, certes, pour me protéger, on m'avait donné les bérets rouges. Mais à un moment donné, je leur ai dit, laissez-moi, je vais quand même vivre en Afrique comme en Africain. Je suis parti dans les boîtes de nuit. J'ai trouvé un peuple qui était acquis à la cause de son président. Et pendant que je passais au plateau où le tribunal le plus... Il semblerait qu'il y a une voiture rouge qui part la route, il va dire 84. Oui. Donc pendant que je suivais l'audition de la famille de mon client, un juge est venu me dire, maître, est-ce que je peux vous demander un service? Je suis à votre disposition. Il dit, j'ai une famille qui se retrouve à l'extérieur, qui déplore aussi la mort d'un jeune qui a été tué de façon aussi dramatique par les soldats Milanikov. Il m'a donné le nom de ce jeune, et j'ai rencontré la famille, et qu'est-ce qui s'est passé? Je serai très bref. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune, à peine 14 ans, c'est des jeunes qui allaient rendre service aux forces de la Licorne pour faire des petits boulots. Il faisait la classe de 3e du nom de Kwaku. Et qu'est-ce que le jeune militaire lui a dit? Je vous donne 1000 francs CFA si vous me videz à cul sec le vin l'alcool traditionnel qu'on appelle le koutou-koutou. Bon, le koutou-koutou, c'est un alcool traditionnel très fort qui est à plus de 100 degrés. À plus de 100 degrés. Donc, si vous me videz cet alcool, je vous donne 1000 francs CFA, l'équivalent de, je crois, 13 euros. 1,50 €. Ce jeune qui est très, très indigent, très malheureux, qui a besoin de tout, il lance le défi. À peine il vide
la bouteille qu'il tombe en coma éthylique. Et le jeune rend là. Je suis rentré en France avec cette affaire. Également, j'ai saisi le tribunal des armées. Madame Alliot-Marie a osé dire que les parents veulent prendre l'indemnisation. Le procureur de l'époque, qui a voulu étouffer l'affaire, et finalement, l'affaire est en cours au tribunal aux armées. Donc, la première bataille a été gagnée parce que les militaires, le colonel et puis les autres ont été renvoyés aux assises. Ça, c'est une première bataille. Ils ont été renvoyés aux assises pour avoir tué le jeune Maé. D'ici là, le procès aura lieu. Pour le jeune, l'enquête a été ouverte et le juge d'instruction à l'époque avait fixé une caution très très élevée. J'avais saisi la chambre d'instruction. La chambre d'instruction a revu à la baisse la caution pour le jeune a revu à la baisse, dont l'affaire suit également son cours. Alors je sais